Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je, je vous présente mes salutations depuis effectivement la Corée. Donc, c'est le soir de notre côté. Et je vous souhaite une bonne journée alors en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Euh, Nous allons bientôt démarrer la session qui nous réunit ce jour. Je m'appelle Olola Vieira et donc j'accompagnerai la modération de cet événement en ligne qui se déroule dans le cadre de la Semaine verte de l'Institut mondial pour la croissance verte, qui est qui se tient en marge de notre Assemblée générale et Conseil d'administration devant se tenir demain toute la journée. Cette conférence est donc organisée sous le thème aujourd'hui pour discuter et échanger sur les différentes manières de libérer le potentiel de la croissance verte et de la finance climatique et des différents moyens d'innovation. Alors, avant de commencer, de rentrer dans les détails de notre panel de ce jour, j'aimerais rappeler un certain nombre de détails opérationnels sur la session. Premièrement, j'aimerais s'il vous plaît donc indiquer que les présentations et les panélistes qui sont invités présentent leur opinion et que cela n'engage pas nécessairement l'Institut mondial pour la croissance verte. Nous les remercions donc d'avoir rejoint cette initiative, mais ce sont des opinions qui sont donc propres aux présentateurs. Deuxièmement, j'aimerais nous rappeler et rappeler donc que pendant la présentation, si vous pouvez maintenir les micros fermés, cela permettra justement de maintenir une bonne entente et une écoute sur tout au long de cet événement en ligne. En troisième point, veuillez noter que l'événement est enregistré. Et donc, si par ailleurs vous n'aviez pas, voilà, si vous aviez un inconvénient par rapport à cela, nous sommes par avance désolés, mais l'événement est effectivement enregistré pour permettre une recommunication et un suivi par la suite en ligne, une mise à disposition de l'événement. Finalement, donc, pour nos participants qui désirent suivre donc, la conférence en anglais ou en d'autres langues, la traduction est disponible. Au niveau donc, de l'écran, vous avez un petit bouton sous la forme d'un globe qui vous permet de suivre donc la conférence dans la langue de votre choix. Nous avons donc des interprétations disponibles en anglais, français et espagnol. Notre événement se tiendra donc sous 1h30 à peu près. Et si vous avez un certain nombre de questions que vous souhaitez adresser à nos panélistes, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue qui se trouve donc également sous votre écran que vous pouvez activer de manière interactive. Et nous aurons un moment à la fin des présentations pour échanger et discuter des points que vous souhaitez mettre à discussion. Voilà pour les éléments donc d'ordre opérationnel sur cette session. Avant de commencer la présentation et l'introduction à proprement parler de notre sujet, j'aimerais inviter notre audience à bien vouloir écouter un mot de bienvenue de notre président et président du conseil d'administration, Monsieur Ban Ki-moon, qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous accorder donc ce message de bienvenue. Jia, can you please Excellencies, distinguished participants and guests, ladies and gentlemen, I'd like Excellences,
distingués participants, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants aujourd'hui pour la rencontre de cette Green Growth Institute. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Mais ce sont des efforts pour stimuler et renforcer la croissance verte. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère l'une des pires années à ce jour, avec des inondations records, des sécheresses et des vagues de chaleur qui entraînent des déplacements d'individus, des crises alimentaires et des feux de forêt qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur et nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et des bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Beaucoup d'entre vous seront, des points importants seront discutés, mais des solutions seront discutées provenant des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique. Je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement les uns avec les autres en tant que champions et praticiens de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières et ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y parvenir. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette Semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Merci. Alors, sur ces paroles sages, nous retenons effectivement qu'il n'y a pas de plan B. Le changement climatique est vraiment devenu une difficulté au cœur des problématiques que les États doivent résoudre de manière urgente. Il n'y a pas de solution. Il existe des solutions, que nous devons mettre en œuvre de manière collaborative et surtout avec les moyens et les technologies qui existent. Les moyens doivent être mobilisés de manière encore plus active. Et c'est justement le thème de cette session qui nous réunit, qui vise à présenter un certain nombre d'instruments et de mécanismes et différentes opportunités sur la finance climatique. Nous avons également un certain nombre de solutions auxquelles le secteur privé peut apporter des réponses qui sont notamment cruciales pour accéder également à l'accélération de l'investissement vert et de la finance climatique. Et de manière assez spécifique, nous rentrerons dans le détail également de ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser
et de ce que les ambitions de la Côte d'Ivoire ont indiqué à travers ses contributions déterminées, notamment en visant la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, des ambitions qui sont passées de 28% à 30,40% d'ici 2025. Et pour ce faire, donc, le plan de mobilisation est en cours, donc le plan d'investissement est en cours de validation et plusieurs solutions et mécanismes sont disponibles et doivent être notamment activés. Alors, sans plus tarder, j'aimerais appeler la présentation donc, de notre panéliste, si vous voulez, d'entrée de jeu, notre panéliste principal, à travers donc, la vidéo du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assy, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous à cause de contraintes calendaires, mais a bien voulu nous faire part donc, de sa vision et de sa perspective sur la question. Merci. Mesdames et messieurs, malheureusement, des contraintes de calendrier m'ont empêché d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la 11e assemblée du GGGI et de la 15e session conjointe du Conseil dont la Côte d'Ivoire est membre pour la 2e année consécutive. Cependant, je tenais à vous délivrer ces quelques mots dans le cadre de cette activité car le GGGI est un partenaire stratégique du gouvernement qui nous accompagne vivement sur la question de la mobilisation de la finance climatique depuis quelques années, notamment dans son soutien à l'accélération de la croissance verte et la transition verte en Côte d'Ivoire par le développement d'indicateurs verts. Par ailleurs, je salue la signature en février dernier du cadre de coopération entre le GGGI et la Côte d'Ivoire 2021-2025 qui cible 5 axes prioritaires d'intervention, à savoir les investissements verts, l'action climatique, l'agriculture durable, la mobilité durable, la foresterie durable qui sont alignées non seulement aux priorités nationales à travers le plan national de développement 2021-2025 et les CDN révisés, mais également aux priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à développer un plan directeur pour atteindre un développement socio-économique inclusif d'ici 50 ans. J'apprécie la collaboration avec l'organisation qui a son bureau national depuis avril 2021, mais également son bureau régional en Côte d'Ivoire depuis cette année 2022. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la nécessité de passer à un changement de paradigme vers une croissance verte n'a jamais été aussi urgente. L'aggravation des inondations et du prolongement des sécheresses et leurs effets néfastes de plus en plus sévères sur le bien-être des populations et l'économie nationale sont une réalité perspective. C'est ainsi que, pour contribuer à l'effort global de lutte contre les changements climatiques, la Côte d'Ivoire a révisé ses CDN avec un rehaussement de son ambition, passant d'une réduction des gaz à effet de serre de 28% à 30,40% à l'horizon 2030. Les secteurs prioritaires des CDN pour l'atténuation sont la foresterie, l'agriculture, l'énergie et les déchets, tandis que les secteurs les plus vulnérables au changement climatique sont l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, les forêts et l'utilisation des terres, les ressources en eau, la santé et les zones côtières, le genre, la biodiversité et la territorialisation étant considérés comme des priorités transversales à tous les secteurs. Nos besoins en financement de l'atténuation et de l'adaptation climatique sont donc très importants à hauteur d'un coût global des CDN de 22 milliards de dollars, dont 10 milliards de dollars pour l'atténuation et 12 milliards de dollars pour l'adaptation. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a déjà déployé un appui au plan riposte Covid-19, une meilleure intégration au plan d'investissement prioritaire des indicateurs de croissance verte
Un cadre de coopération qui contient un renforcement des capacités en vue d'aider au montage de projets verts. Nous devons continuer d'être innovants dans notre démarche de financement de la transition et de la mise en œuvre de nos engagements par une approche stratégique de long terme et l'adoption des solutions fondées sur la nature et le renforcement des capacités d'adaptation. Finalement, le secteur privé est notre relais central pour la stimulation économique du pays et celui-ci devra favoriser l'intégration d'indicateurs de croissance verte dans la soumission des projets bancables, s'ouvrir au marché carbone, aux obligations vertes et aux lignes de crédit vertes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer nos remerciements au GGGI, avec à sa tête son Excellence M. Ban Ki-moon, président de l'Assemblée et du Conseil du GGI, et le Dr Frank, directeur général et toute son équipe, pour votre appui et ces résultats obtenus en si peu de temps en Côte d'Ivoire. Tous ces appuis sont fortement appréciés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et par tout le gouvernement qui vous transmet toute sa gratitude et vous réaffirme son engagement à créer les conditions idéales pour la conduite efficace des activités du GGI en Côte d'Ivoire. Tout en vous souhaitant de bons travaux, je vous remercie pour cette aimable attention et vive la coopération entre la Côte d'Ivoire et le GGI. Alors, avec cette intervention qui nous permet vraiment de planter le décor, nous comprenons que les objectifs sont fixés. Les objectifs également en termes de mobilisation de ressources sont assez ambitieux. Nous retenons effectivement 22 milliards en termes de dollars en termes de financement, dont 10 milliards pour l'atténuation et 12 milliards pour l'adaptation. La Côte d'Ivoire a déjà engagé un certain nombre d'actions, notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes d'appui et projets dans ce sens-là. Et pour ce faire, j'aimerais appeler avec nous notre premier panéliste, Madame Larissa Kwadjo, qui est ingénieure agronome de formation et conseillère technique du ministère de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, pour nous faire un retour sur donc les retombées de la définition des indicateurs verts dans le cadre de la programmation des investissements prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Quelles sont les leçons apprises et surtout quels sont les éléments qui nous permettent d'aller de l'avant sur la mobilisation de la finance climatique. Madame Kwadjo, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Olola. Bonsoir à tout le monde. Je crois que l'intervention, en tout cas, pour laquelle j'ai été invitée, vous l'avez bien précisé, porte sur le projet de définition des indicateurs verts pour lequel la Côte d'Ivoire a bénéficié en fait de l'assistance technique du GGI, mais aussi de l'assistance de l'accompagnement financier du NDC Partnership. Je vais peut-être pas revenir en tout cas en termes d'axe de présentation sur le contexte qui pour ma part a été bien présenté par Monsieur le ministre des Finances, par Monsieur le ministre de l'Environnement que je tiens vraiment à saluer. Et je vais peut-être axer mon intervention sur les deux autres points du sommaire, notamment les résultats du projet et puis ensuite les perspectives. Donc, avec votre autorisation, je vais tout de suite passer en fait à la présentation des résultats du projet de définition des indicateurs verts. Voilà, ça c'est le contexte. Et comme je l'ai dit, je crois que Monsieur le ministre l'a bien présenté. On a aujourd'hui un objectif de mobilisation de 22 milliards de dollars. Évidemment, ces ressources
les ressources justement qui vont servir à financer toutes ces actions d'adaptation et d'atténuation proviendront certes des finances publiques, mais aussi et surtout du secteur privé. Et nous, au niveau du ministère des Finances, on entend bien en fait diversifier les sources de financement là et aller vers des sources qui peuvent axer en fait ces financements sur les investissements verts. Alors, c'est cela qui a prévalu justement dans l'initiative de ce projet-là, qui lui a été lancé depuis l'année dernière avec une approche méthodologique. Est-ce que c'est possible d'afficher l'approche méthodologique, s'il vous plaît? Hi, Jay, can you go to the slide? Yeah, thank you. Voilà, l'objectif de ce projet-là, c'était de mettre en place un cadre d'indicateurs verts qui permettrait un alignement de tous les projets et initiatives au niveau de la Côte d'Ivoire sur justement les exigences des financements verts, notamment par les bailleurs de fonds, les principaux, on les connaît, et également par les investisseurs privés. Alors, pour la mise en place de ce cadre d'indicateur vert, on a procédé justement par un benchmark. On a essayé justement de s'inspirer des indicateurs de croissance verte proposés par le DJI même, qui lui est justement, qui lui tient compte de 4 dimensions que sont l'utilisation efficace et durable des ressources, les opportunités économiques vertes, l'inclusion sociale, la protection du capital naturel. On a aussi pris en compte les indicateurs de croissance verte de l'OCDE qui, eux, en fait, s'appuient sur les aspects clés de la transition vers une économie bas carbone, la conservation des ressources naturelles et d'autres actifs. Et déjà, avec ces 2 points, on se rend compte qu'il y a des convergences. Alors, c'est ces éléments-là qu'on a essayé d'aligner, en fait, aux projets d'investissement prioritaires qui, eux, ont été tirés des CDN de 2015 et des CDN révisés. Et justement, les indicateurs qui ont été proposés, les indicateurs qui ont été proposés ont été faits justement dans les secteurs clés des déchets, des énergies, du transport, des eaux et forêts et aussi de l'agriculture. Alors, en termes de résultats, ce sont au total 65 indicateurs qui ont été retenus, comme on l'a dit, à travers tous ces secteurs clés que je viens de rappeler. Et 54 de ces indicateurs ont été classés comme majeurs et 11 ont été classés comme mineurs. Alors, on a essayé de rappeler quelques exemples de ces indicateurs-là. Ils portent essentiellement sur le volume de carbone séquestré ou évité, le nombre d'emplois verts créés, les surfaces de forêts protégées ou restaurées, l'utilisation des technologies agroécologiques, la valorisation des déchets et l'utilisation des véhicules électriques. En termes d'avantages, on peut dire que ce projet a permis de mettre en place un cadre d'investissement qui est aligné sur les exigences des standards internationaux, mais aussi et surtout a permis de faciliter en fait la mobilisation des ressources vertes. Et justement, dans le cadre de ce dernier point-là, il faut noter qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, on envisage de recourir au marché de la finance ESG à travers l'émission d'un eurobond ESG d'ici fin 2023. Donc, à cet effet, un portefeuille de projets sélectionné sur la base d'un cadre d'indicateur est en cours de mise en place. Il faut noter que ce cadre d'indicateur-là s'appuie essentiellement sur les indicateurs verts qui ont été justement proposés dans le cadre du
projet de définition des indicateurs verts avec le DJTI. Et du coup, en termes de perspective, les indicateurs verts étant définis, ils doivent être intégrés de façon progressive aux critères traditionnels d'acceptation des projets au niveau du ministère du Plan. Et les indicateurs traditionnels portent sur la pertinence, la viabilité, la durabilité, la cohérence et la disponibilité des ressources financières. Donc aujourd'hui, le travail qu'il y aura à faire, c'est de pouvoir effectivement prendre en compte ces indicateurs qui ont été proposés dans le cadre de ce projet-là, les arrimer justement aux indicateurs qui existent déjà, de sorte à faire ressortir des projets qui tout de suite peuvent intéresser les investisseurs qui s'orientent en fait sur le secteur de l'environnement. Et toujours en termes de perspective, concernant justement le projet qui est logé au niveau du ministère des Finances et qui envisage justement l'émission de nos obligations vertes pour l'année prochaine, c'est de pouvoir finaliser le cadre de reporting des projets verts en vue d'une mobilisation plus accrue des investissements verts. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant les résultats du projet pour lequel le ministère des Finances a été la tutelle en termes de mise en œuvre, mais surtout pour lequel la Côte d'Ivoire tout entière a bénéficié de l'assistance technique du DJTI et de l'accompagnement financier du NDC Partnership, que je tiens à remercier au passage. Donc, c'est sur ces mots que je vais clore mon propos en espérant être resté dans le temps qui m'a été imparti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Akwadjo. Merci beaucoup pour votre intervention qui, effectivement, a permis de rentrer dans le détail donc, de ce projet sur les indicateurs verts et les avantages que cela a pu justement donner au niveau de l'identification de critères et de projets permettant de débloquer un certain nombre donc, de mécanismes particuliers. Vous avez expliqué notamment que vous êtes en train de considérer les différents types de eurobonds ou bien autres types d'obligations, notamment obligations potentiellement vertes et également la finance carbone, qui sont aujourd'hui donc des mécanismes également considérés dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, avec soit le marché volontaire ou le marché non volontaire, mais surtout dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, la mise en place de l'article 6 qui aujourd'hui devient potentiellement un outil que les pays vendeurs donc, de carbone devront peut-être considérer pour valoriser un certain nombre donc, de crédits en transaction. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans les discussions avec les différents participants et panélistes sur ce sujet. Mais sans plus tarder, j'aimerais appeler donc notre deuxième panéliste qui nous vient du secteur privé. Monsieur Claude Couttoua est aujourd'hui président donc, de la commission qualité, santé et sécurité et environnement de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire. Monsieur Couttoua est donc un éminent membre de la communauté du secteur énergie, également président de la commission africaine sur l'électrotechnique et sur la standardisation, avec plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur. Nous avons la chance donc de pouvoir entendre sa perspective sur la finance climat et les différents éléments de mobilisation dont le secteur privé pourrait prendre part et également permettre d'accélérer l'accès à cette finance et de répondre aux engagements donc, de la Côte d'Ivoire. Monsieur Couttoua, la parole est à vous. Merci. Merci.
Je tiens d'abord, avant de démarrer, à remercier DDDI de nous avoir invités, surtout d'avoir invité la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, donc le secteur privé ivoirien, pour que le secteur privé exprime un peu ses recommandations et tout ce qu'il souhaite par rapport à tout ce qui concerne un peu la finance climatique. Je commencerai par indiquer quand même le contexte. Il est, disons, connu qu'il nous reste, pour atteindre 2030, il nous reste 8 ans. Hein. Nous avons donc l'obligation d'agir, dès maintenant pour atténuer de façon significative les effets néfastes du changement climatique sur notre environnement. Il nous faut aussi changer de paradigme, hein, parce que si nous ne changeons pas de paradigme, il est sûr et certain que nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs que nous souhaitons. Il faut dire aussi que si je regarde le contexte depuis la COP 21, l'ensemble des réglementations, la grande majorité, surtout en Côte d'Ivoire, ont été mis en place. Il se trouve aussi que le gros problème qui est posé, c'est les problèmes de raréfaction des ressources de financement pour mettre en pratique l'ensemble des plans que nous avons arrêtés. Donc, il convient donc d'orienter nos efforts vers des actions opérationnelles impliquant le secteur privé pour obtenir, disons, des résultats significatifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Je dirais aussi que concernant les CDN et l'implication du secteur privé dans le cadre de la révision des CDN, nous avons effectivement participé à toutes les étapes, depuis l'état des lieux qui nous a permis de faire le point des faiblesses des démarches précédentes, mais surtout aussi de voir la faiblesse de l'implication du secteur privé. Au niveau des travaux qui ont eu lieu au niveau des différentes filières, elles nous ont permis aussi de prendre en compte une partie des projets du secteur privé qui étaient peu développés auparavant. Ensuite, la CGECI a eu le privilège d'être membre du comité de pilotage qui a validé, disons, l'ensemble disons, qui a validé le document final. Donc, au moment où nous passons, disons, à la mise en place concrète sur le terrain, il convient donc d'apporter, disons, des réponses aux 6 obstacles les plus importants pour un engagement important du secteur privé, parce qu'il faut pouvoir mobiliser. Et ces obstacles au niveau du secteur privé, le premier, c'est l'environnement mondial, qui est marqué par la pandémie de la COVID-19 et cela accentué par les conséquences de la crise ukrainienne avec la flambée des prix de l'énergie qui entraîne des changements de stratégie avec la reprise du charbon dans certains pays. Il y a aussi un nombre insuffisant de spécialistes sensibilisés et formés à l'action climatique, avec des langages différents, très peu familiers de l'ensemble des choses. Il y a aussi le manque de capital humain susceptible d'accompagner, de maîtriser les concepts de la technologie bas carbone, tout ce qui concerne les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, etc. Ensuite, il y a des difficultés rencontrées pour monter des projets et à caractère énergétique, environnemental. Il y a aussi des difficultés à mobiliser les ressources financières bon marché. Et enfin, 6e obstacle assez important, c'est l'accès difficile du secteur privé à la finance climatique avec les fonds STAR, les fonds hors STAR, peu de dossiers présentés du fait de la méconnaissance des mécanismes de financement. Alors, par rapport à ces obstacles-là, il convient de voir qu'est-ce qui peut être développé au niveau, si je prends le chapitre efficacité énergétique et énergie renouvelable, il y a d'abord le partenariat entre le secteur public et le secteur privé qui doit pouvoir envisager la mise en place de ce qu'on appelle les sociétés de services énergétiques, les super ESCO,
et les ESCO. Il faut savoir que la Super ESCO est une entreprise de services professionnels qui a le but principal de réaliser des économies d'énergie et d'accompagner, disons, les porteurs de projets pour leur permettre de réaliser leur transition énergétique tout en cherchant, disons, des financements pour financer l'opération, mais aussi pour assurer, disons, l'établissement et puis surtout la mise en place de contrats de performance énergétique qui permettraient vraiment d'accélérer, disons, les investissements dans le secteur, dans l'ensemble des secteurs, à la fois au niveau de l'État, mais aussi au niveau des entreprises, au niveau des ménages, pour pouvoir accélérer. Et grâce à la mise en place de ces ESCO, on peut avoir à avancer sur ce sujet et accélérer les choses. Le secteur privé est totalement favorable à la mise en place de ce mécanisme-là pour pouvoir avancer sur ce sujet. Au niveau des économies circulaires, la gestion des déchets, là aussi, il y a véritablement un travail important qui a été fait. Et ce travail de développement pour trouver, disons, des entreprises compétitives écologiquement et surtout inclusives et résilientes par rapport à tout ce qui concerne le changement climatique, il convient, disons, d'apporter, disons, des solutions modernes et durables au niveau à la fois de la collecte des déchets, le transport des déchets, le traitement, la valorisation des déchets et leur élimination. Donc, le développement de la gestion des déchets encodés constitue donc une opportunité que le secteur privé saisit et doit saisir pour à la fois créer des entreprises, mais aussi créer des emplois. Et surtout que lorsque l'on fait le point, disons l'état des lieux de ce secteur, il se trouve qu'il n'existe pas véritablement de filière moderne et complète indispensable pour le traitement des déchets en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des potentialités qui existent et le secteur privé est prêt à prendre sa part. Maintenant, il faut voir aussi que le nouveau code des investissements qui a été adopté par le Conseil des ministres dernièrement, ce code a fait l'objet d'une large concertation avec le secteur privé. Et dans le cadre de ce nouveau code, un élément important, c'est que ce code responsabilise les entreprises qui mettent sur les marchés les produits à l'origine des déchets. Et ce nouveau code s'appuie sur le concept responsabilité élargie des producteurs et le principe pollueur-payeur. Et grâce à ces obligations, tous ceux qui mettent des produits sur le marché ont l'obligation de prendre en charge de manière opérationnelle et financière les produits jusqu'à leur fin de vie, à savoir la collecte des produits, la transformation, le traitement et bien entendu l'élimination. Les producteurs peuvent aussi s'organiser soit individuellement, soit collectivement et transférer, disons, cette obligation réglementaire à un éco-organisme qui, lui, pourra mettre en place, disons, une éco-contribution. Avec cet outil, l'État et le secteur privé vont disposer, disons, d'instruments pour promouvoir les éco-organismes afin de gérer les filières déchets. Les éco-organismes vont donc permettre de créer des entreprises et des emplois très importants dans le cadre de l'économie circulaire, facilitant ainsi le passage au niveau de l'économie informelle vers une économie beaucoup plus formelle. Un autre pan sur lequel aussi le secteur privé travaille et qui est très important, c'est tout ce qui concerne un peu, je dirais, les PME, les PMI et surtout les porteurs de projets. Il faut savoir qu'il y a énormément de projets en Afrique et ces projets qui sont très importants, généralement, je dirais,
se présentent comme des idées fortes, des idées à formaliser, mais le problème, c'est de passer à cette phase de dossier acceptable, surtout par les organismes de financement, et c'est là que se trouve un certain nombre de problèmes qui sont posés, disons, à ces porteurs de projets, surtout aux PME. La grosse difficulté aussi qui existe, c'est que souvent les projets sont de petite taille et les projets de moyenne taille et de grande taille sont peu nombreux. Sans oublier que le regroupement des petits projets en programme reste encore difficile. Une autre difficulté que ressent un peu l'ensemble des entreprises du secteur privé, c'est l'accès aux technologies innovantes basse carbone, qui reste quand même problématique et surtout avec les problèmes liés au transfert de technologie, les problèmes de brevets et des problèmes de labels sur lesquels il faut pouvoir travailler et apporter, disons, des réponses. Face à ces différentes difficultés concernant les PME par rapport aux problématiques financières et aux problématiques de financement et aux problématiques techniques, au niveau de la Confédération générale, nous avons pensé que la mise en place d'un centre d'appui vert, en cours de mise en œuvre d'ailleurs, doit permettre à la CEGECI de se doter d'un outil pour informer, échanger, accompagner, suivre et appuyer les entreprises. Mais pour pouvoir aussi appuyer les entreprises, il y a un certain nombre de préoccupations qui doivent être prises en compte. Je parlerai de deux préoccupations. La première préoccupation concerne la fiscalité, la TVA et les taxes, où là, effectivement, compte tenu des engagements que la Côte d'Ivoire a pris en termes de réduction des gaz à effet de serre à 30,41% et au niveau de porter le mix énergétique à 45% d'ici 2030, nous, le secteur privé, nous pensons qu'à l'instar des pays à revenu intermédiaire du monde, la Côte d'Ivoire doit pouvoir accompagner les secteurs des énergies renouvelables, des énergies, de l'efficacité énergétique, de l'environnement, de l'économie circulaire, par la mise en place d'incitations fiscales, des primes diverses, par exemple des exonérations de droits de douane qui existent en partie, des taxes, de la TVA réduite, bénéficier de crédits d'impôt d'amortissement exceptionnel pour les PME, PMI, la mise de mesures de primes et d'incitation d'accompagnement du secteur privé, etc. Autant d'outils qui peuvent être mis à la disposition pour permettre vraiment de rendre suffisamment compétitifs, disons, les actions et surtout accélérer le mouvement qui a besoin d'être accéléré. Maintenant, l'une des grandes préoccupations, c'est la finance verte et la finance climatique. Et là, on se voit que le manque de ressources des entreprises et des porteurs projets, on a parlé un peu des différentes crises qui ont eu lieu. L'accès à la finance climatique constitue vraiment une opportunité majeure pour réduire les émissions et surtout accélérer le mouvement, améliorer donc les puits de gaz à effet de serre, réduire la vulnérabilité des systèmes humains et écologiques et maintenir et accroître la résilience face aux impacts négatifs du changement climatique. Les difficultés d'accès à la finance climatique, vous le savez, sont très, très importantes. Il faut pouvoir travailler dessus. C'est l'offre financière inadéquate ou limitée. On a vu tout à l'heure les besoins de la Côte d'Ivoire autour j'ai cru voir 11 milliards ou 11 000 milliards de dollars, alors que quand on prend les fonds climatiques, c'est 100 millions de dollars. Bon, si on donne à la Côte d'Ivoire, bon, tout, effectivement, il ne pourra pas se développer. Donc, il faut pouvoir trouver d'autres mécanismes pour pouvoir accentuer. Il y a aussi une faible connaissance même en matière de finances climatiques parce que c'est pas évident. Les dossiers ne sont pas montés comme les dossiers bancables et il y a un certain nombre de difficultés. Il y a un manque de réponse des besoins aux opérateurs, ceux qui sont porteurs de projets.
Et cette résistance à financer, à investir dans les problèmes liés au projet d'atténuation et d'adaptation au changement est liée à une mauvaise perception du risque associé à la finance climatique, mais aussi au manque d'expérience des fournisseurs de finances pour à la fois évaluer les risques, mais structurer le financement adéquat au profit des risques. Il convient donc à ce niveau-là de travailler sur le renforcement de l'ensemble des capacités de l'ensemble des parties prenantes, y compris le secteur privé et même le secteur étatique. Il convient d'aider à la mise en place des instruments et des produits financiers type equity, mezzanine, des instruments de garantie, etc. à mettre en place. Il convient aussi de mobiliser des fonds climatiques pour le secteur privé, que le secteur privé doit concerner surtout. Il faudrait que nous travaillions surtout sous les fonds hors star dédiés au secteur privé pour lesquels je pense que nous avons des opportunités. Donc, en conclusion, je pourrais dire que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire au niveau de la mobilisation du secteur privé et du secteur public au niveau opérationnel par des actions d'atténuation, d'adaptation à fort impact sur le terrain. La réussite de la mise en œuvre des CNLN ne sera possible que si l'État et le secteur privé mobilisent des ressources financières importantes et bon marché pour réaliser la transformation recherchée. Pour avoir un secteur privé résilient face au changement climatique, nous avons l'obligation donc de combiner les efforts du secteur privé et du secteur public pour répondre efficacement, rapidement et durablement aux besoins de financement et de technologie bas carbone. Le secteur privé et le secteur public doivent intégrer le financement climatique dans leur stratégie institutionnelle, incluant l'intégration et l'évaluation et la gestion des risques environnementaux et sociaux dans le processus de financement. Maintenant, le secteur privé a besoin d'accompagnement, bien entendu, pour renforcer son capital humain en matière de financement climatique. Donc, nous attendons attendons les institutions de financement pour nous accompagner, pour nous aider à mettre en place le centre d'appui vert que nous souhaitons. Et nous pensons que le contrat MOU que nous allons signer avec GDI constitue une opportunité pour accélérer les actions de lutte contre le changement climatique. Je vous remercie et merci de votre attention. Merci, Monsieur Coutois, pour cette présentation et donc riche perspective sur le secteur privé, ses capacités, mais aussi ses défis à relever pour permettre d'accélérer la finance climatique et la mobilisation de financement pour mettre en œuvre les NDC. On retient peut-être dans les grandes lignes plusieurs opportunités sectorielles, notamment sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable à travers la mise en place d'ESCO et de super ESCO potentiellement. On retient l'économie circulaire, on retient également donc un certain nombre de renforcements au niveau des PMI, PME, avec un certain nombre de regroupements et de stratégies à mettre en place pour l'accès aux technologies innovantes. On retient également donc une fiscalité qui pourrait être renforcée avec un certain nombre d'incitations pour accélérer le mouvement climatique. Également de manière globale, un renforcement de capacité sur le financement vert qui permettrait donc de bénéficier d'offres financières plus adéquates en renforçant un certain nombre de connaissances des acteurs du secteur privé. Donc tout ceci nous amène à dire qu'effectivement nous avons bien sûr un certain nombre de défis, mais ces défis sont autant d'opportunités qui, en étant bien accompagnés, pourront nous permettre donc d'accélérer la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre effective donc des NDC
ou des CDN, pardon, en Côte d'Ivoire notamment, avec un appui entre l'État, le secteur privé, une collaboration renforcée et un certain nombre donc d'accompagnements à mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est un débat qui, effectivement, est à continuer et surtout pour lequel nous devons continuer d'agir. Sans plus tarder, j'aimerais également appeler notre troisième panéliste, Monsieur Marc Dobré, qui pourra nous présenter donc une perspective additionnelle, notamment sur ce qu'on entend par l'opportunité de marché carbone. Alors, sans rentrer dans les détails, effectivement, Madame Quadio avait ouvert un peu la brèche sur la finance avec les obligations vertes et les différents eurobonds. Monsieur Dobré donc pourra nous donner un peu plus d'éléments sur ce que représentent aujourd'hui les défis et les opportunités du marché carbone. Pour rappel, donc, Monsieur Dobré est un agroéconomiste spécialiste des questions de changement climatique, de développement bas carbone et de finance verte depuis près de 30 ans, avec 30 années d'expérience donc dans le domaine des commodités agricoles durables, de la finance carbone et du mécanisme de développement propre. Aujourd'hui, donc, CEO de l'entreprise Green Invest Africa, société de conseil et d'ingénierie carbone et finance climat. Il a notamment contribué à la mise en place de différentes accélérations des PME avec un programme aujourd'hui qu'on appelle Green Hub Accelerator Programme. Il est également membre du comité scientifique et technique du Fonds français pour l'environnement mondial. Monsieur Dobré, je vous invite, s'il vous plaît, à nous donner votre perspective, notamment sur l'opportunité des marchés carbone en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Madame Olola Vieira. Et c'est un plaisir pour moi d'être justement dans ce DG Week parce que tout ce qui permet d'accélérer justement la mise en œuvre de la transition bas carbone et pour une économie verte me paraît salutaire et je crois que justement nous sommes dans ce cadre-là. On me demande donc d'élaborer et de vous partager quelques idées sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière donc de marché carbone. Peut-être ce qu'il faut dire, et je viendrai donc au plan d'abord de ma présentation, next, pour dire qu'en fait, je me propose d'abord de faire un état des lieux pour donner quelques informations de base. Ensuite, regarder les défis qui se présentent et ensuite terminer par les opportunités. Next. Mais pour dire que d'abord, quand on parle de marché carbone, et je pense que les intervenants précédents l'ont déjà dit, on est dans tout ce qui concerne la recherche, la construction d'instruments, de mécanismes, de solutions pour justement financer cette transition. Différents outils existent. Les marchés carbone font partie de ces outils. Et l'idée, c'est justement que ces outils puissent de façon effective et de façon efficace contribuer donc à l'accélération de ces marchés. Je ne m'appesantirai pas très longtemps sur les éléments de définition et les éléments historiques, mais simplement pour rappeler que lorsqu'on parle de marché carbone, on parle d'abord de réduction des émissions de gaz à effet de serre et on parle aussi de promotion de projets et d'activités qui permettent justement de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et on parle de leur promotion de ces projets bas carbone par des financements qui sont des financements donc additionnels, mais qui sont des financements qui sont générés et comptabilisés en fonction justement du potentiel de réduction de ces différents projets. C'est donc les émissions de réduction qui vont générer ce qu'on appelle les crédits carbone. Et ce sont ces crédits carbone qui vont faire l'objet de transactions entre les différents acteurs justement de ces marchés pour justement créer cet écosystème appelé marché carbone.
nous pourrions avoir donc des acteurs, et nous avons dans ces marchés des acteurs publics, publics internationaux, la Convention cadre des Nations Unies qui réglemente justement tous ces marchés pour les marchés d'obligations, les compliance markets. Mais nous avons donc les États en première ligne qui donc vont engager par rapport donc à l'accord de Paris et par rapport à leurs commitments, vont donc s'évertuer à trouver des solutions de financement pour atteindre justement leurs objectifs. Nous avons aussi le secteur privé qui est impliqué justement dans ces marchés, qui font que finalement c'est un écosystème avec différents types d'acteurs ayant pour but donc de générer des réductions d'émissions, de les échanger en vente, en achat, dans des transactions qui sont des transactions réglementées, ou bien dans le cadre de marchés de compliance, les marchés de conformité, ou bien dans le cadre de marchés volontaires. C'est donc cet outil-là, à partir de cet écosystème, qui est né déjà de la Convention cadre des Nations Unies et qui existait déjà à l'époque sous la configuration du mécanisme pour un développement propre, le MDP, avec différentes structurations, aussi bien les mécanismes d'échange que tout ce qui était justement appui en termes justement des projets et de financement des projets dans les pays en développement. C'est cette réminiscence du MDP qu'aujourd'hui, avec l'accord de Paris, nous sommes en train justement de passer à une nouvelle configuration qui est celle justement de l'article 6. Donc, si on veut parler d'historique, on peut dire en très rapide que nous venons du MDP pour aller aujourd'hui maintenant vers l'article 6. L'article 6 est en place puisque l'accord de Paris est en place. On peut dire que l'article 6, encore une fois, sans rentrer dans des considérations trop théoriques, c'est non seulement des approches de coopération, coopération en particulier entre les États, c'est donc l'article 6.2. On peut dire que c'est tout ce qui concerne aussi, on va dire, les modalités, procédures, mais sur les règles de marché, de transaction de marché. On va dire que c'est ce qui fait penser un peu au mécanisme du MDP. Et puis l'article 6.8, qui est donc tout ce qui concerne donc les modalités de mise en place donc de ces marchés. Mais le plus important, au-delà de ces considérations générales, c'est de dire que chaque pays a pris des engagements, notamment à travers les contributions déterminées au niveau national. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire, puisque c'est le cas d'espèces qui nous intéresse. Et le ministre de l'Environnement l'a rappelé, le conseiller technique aussi du ministre des Finances l'a rappelé. Nous sommes donc dans des engagements de l'ordre de 30,40% à l'horizon 2030, avec donc quelques secteurs clés pour l'atténuation, donc les secteurs de la forêt en particulier, qui devient le secteur prioritaire, mais lié à l'agriculture pour faire le secteur AFOLU, le secteur des énergies renouvelables et des énergies au sens large, avec notamment le transport et avec aussi le bâtiment, la construction, mais l'industrie. Et puis enfin, le secteur donc, de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets. Mais pour mettre en œuvre justement ces CDN, ces stratégies bas carbone, et atteindre ces objectifs, il y a un coût. Et le coût a été rappelé déjà. On parle de 12 milliards pour l'adaptation et de 12 milliards de dollars pour l'adaptation et de 10 milliards de dollars donc pour l'atténuation. Mais ce sont des éléments de base. Ce sont des éléments de rappel, juste pour dire que la finance carbone se situe donc dans le cadre de ces recherches de solutions, de mobilisation de ressources pour justement mettre en œuvre les stratégies CDN. Mais au-delà, la Côte d'Ivoire donc a quand même s'est engagée justement sur la recherche de ces solutions. Il y a, on va dire, deux initiatives majeures et structurantes qui n'ont pas été mentionnées ici parce qu'elles sont vraiment fondatrices.
c'est d'une part la plateforme donc, sur la finance climatique, la plateforme interministérielle sur la finance climatique qui a été mise en place par le ministère des Finances et qui joue et va jouer un rôle important justement dans tous les enjeux liés au cadrage et à la mise en œuvre justement de ces marchés carbone en termes de suivi, en termes de transparence, mais je reviendrai sur ces éléments. Le deuxième aspect qui est vraiment fondateur aussi, c'est la focalité de l'article 6, donc un point focal pour l'article 6 qui a été désigné en Côte d'Ivoire et une task force pour l'article 6 qui est en train d'être mise en place. Je pense que certains intervenants sur ce panel sont membres donc, de cette task force. Ce sont donc deux éléments de cadrage de base pour accompagner non seulement le cadre, la mise en œuvre et le suivi surtout de tout ce qui concerne les marchés carbone en Côte d'Ivoire. Mais au-delà justement de ces éléments fondateurs, on peut aussi citer quelques initiatives, notamment le GDGI qui a anticipé et de façon assez pionnière a déjà lancé une étude justement sur l'évaluation un peu de la readiness, donc de la préparation des acteurs et de l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne justement la mobilisation des acteurs. Monsieur Dobré? Monsieur Marc, vous êtes encore avec nous? Alors, je pense qu'il y a peut-être un problème de connexion. Voilà, monsieur. I think he's disconnected. I will let you know when he reconnects. Je pense qu'il est déconnecté, mais je vous ferai savoir quand il va se reconnecter. En attendant, effectivement, donc je pense que nous étions en train d'avoir cette présentation assez détaillée sur les différents éléments de cadre permettant de mettre en œuvre le marché carbone, notamment à travers l'article 6, les éléments de préparation à travers lesquels la Côte d'Ivoire est en train de lancer un certain nombre d'actions. Ce sont effectivement des questions qu'il faut éclaircir, mais surtout, je pense que nous pouvons continuer donc d'identifier quels sont les éléments de cadre réglementaire qui permettront d'accélérer en fait cet accès à ce nouveau mécanisme. Je vois que M. Dobré nous a rejoint. Oui, alors, nous allons nous permettre de continuer. Merci. Oui, pour la technologie. Donc, un certain nombre d'initiatives en cours. Le système de MRV, qui est le système de monitoring, reporting, donc notification et de vérification, pour lesquels justement la Côte d'Ivoire a commencé à travailler sur les aspects justement de MRV adaptation, de MRV pour l'atténuation, mais de MRV aussi pour l'agroforesterie. Et ce sont des initiatives qui sont en cours. Nous avons aussi un projet, il y a un projet de réduction des émissions de la Banque mondiale, du fonds carbone FCPF. C'est le projet de réduction des émissions sur le secteur donc, de la forêt.
dans lequel donc il est prévu près de 22 millions de tonnes équivalent donc, de CO2 qui puissent être réduits dans le cadre de ces projets. Mais nous avons aussi un certain nombre d'initiatives du secteur privé, en lien notamment avec le ministère des Eaux et Forêts, qui travaillent donc sur des questions de création de puits carbone. Et nous avons donc différents projets dans les différents secteurs prioritaires justement de la CDN, qui sont les secteurs aussi prioritaires donc, des marchés carbone en Côte d'Ivoire. Next. On peut dire que à travers ces différentes initiatives, mais surtout dans cette perspective de mobilisation justement des ressources de la finance carbone, il y a 4 éléments clés qui peuvent être considérés comme des défis. Alors bien sûr, il y a des éléments mais je voudrais quand même retenir ces 4 éléments qui me paraissent être importants parce que ce sont des éléments donc, clés et sensibles et assez stratégiques. Il s'agit d'abord de tout ce qui concerne le droit de propriété. Le carbone est une considération qui peut être regardée comme virtuelle, mais à la fin de la journée, il faut pouvoir évaluer et définir de façon précise qui va détenir ces droits de propriété. Et pour donner la réponse, qui n'est pas donc ce droit de propriété du carbone, la réponse qui n'est pas il faut malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Peut-être, est-ce que pour permettre de faciliter l'écoute, vous pouvez couper la caméra si vous voulez, l'État qui va légitimement considérer que le carbone dans un pays donc, est d'abord la propriété de l'État. Donc, oui, d'accord, très bien, d'accord, parfait. Très bien. Donc, le droit de propriété donc, qui est extrêmement important, que les investisseurs du secteur privé Alors, malheureusement, nous avons une difficulté technique sur cette intervention. Je pense que notre panéliste s'est déconnecté. Donc, sur la présentation notamment d'un des challenges hein, autour des droits de propriété sur les différentes émissions de ces titres-là. Je pense que ce sont des sujets qui notamment sont également en cours de discussion et qui seront, hein, j'espère, dans les négociations notamment apportées à la COP 27, parce que c'est effectivement des sujets sur lesquels les États doivent s'accorder pour permettre de transcrire après une certaine réglementation pouvant faciliter l'accélération donc de cet outil-là. Voilà, alors, c'est de retour. C'est bien, donc on se repasse le ballon. Je vais juste peut-être souligner qu'il va nous rester peut-être 5-7 minutes dans votre intervention. Très bien. Voilà. Très bien. Okay. Donc, nous en étions donc au défi, si on peut revenir sur la slide, mais pour dire que justement, la propriété de ces droits est un élément important. Derrière, nous avons les éléments sur l'usage, sur l'usufruit, sur le transfert, mais nous avons le rôle de l'État, nous avons donc l'incitation du secteur privé et nous avons aussi les bénéfices qui doivent justement être pour les acteurs de terrain et en particulier les communautés.
Alors, donc, je voudrais retenir donc, que le mécanisme ou les mécanismes de partage de bénéfices sont donc un autre enjeu clé. Comment faire pour qu'à partir de ce droit de propriété, une clé de répartition puisse, des bénéfices justement de l'usage carbone puisse être définie de façon consensuelle et de façon justement à impliquer et inciter toutes les parties prenantes. Je pense qu'à la clé, la question de transparence pour des questions justement d'éviter la double comptabilité de ces droits carbone et faire en sorte justement qu'il y ait une forme de registre, une centralisation de l'information sur les transactions carbone est un élément clé et peut-être terminer par la compétition. Et c'est le lien que je vais faire avec justement les opportunités. Aujourd'hui, donc, on le sait, il y a 2 pays en Afrique de l'Ouest en particulier, le Sénégal et le Ghana, qui ont déjà transigé, conclu des accords importants avec un certain nombre de pays d'Europe du Nord sur justement les transactions carbone. Et l'idée, c'est de dire que la compétition va être rude, âpre, et qu'il faut, et c'est peut-être là aussi le temps de l'accélération, si nous voulons être au rendez-vous justement de la mobilisation effective de cette finance carbone, il faut peut-être considérer qu'il est le temps d'accélérer. Dernière slide. Alors, parce que les opportunités sont là. Le cabinet McKinsey, dans une étude de 2021, parlait d'un potentiel de près de 200 milliards de dollars au niveau des marchés carbone. Mais au-delà de ce chiffre, les marchés carbone, la structuration de ces marchés peut permettre d'abord la mobilisation des acteurs, parce que c'est justement une façon concrète de mettre ensemble et le secteur privé et l'État et les acteurs de territoire et les communautés pour justement ensemble s'engager dans l'élaboration de projets qui vont permettre justement de mobiliser ces ressources et de stratégies pour mobiliser ces ressources. L'opportunité, le défi sur la traçabilité, la transparence et la coordination, ce défi-là peut être aussi transformé en opportunité. Parce que justement, Madame la conseillère technique du ministère des Finances le disait dans le cadre justement des indicateurs, c'est de dire qu'il nous faudra des référentiels et les marchés carbone peuvent être justement une occasion d'accélérer la mise en commun de ces référentiels, la mise en commun justement de la coordination. Et je pense que la plateforme justement sur la plateforme interministérielle sur la finance climatique peut être justement une opportunité pour aller dans ce sens-là. Les investissements et le développement donc, des affaires, énormément d'acteurs frappent à la porte du gouvernement ivoirien et des acteurs pour justement se positionner ou se prépositionner pour bénéficier d'opportunités liées justement au marché carbone. Et c'est donc une option ou un levier pour justement attirer et mobiliser les investisseurs et développer justement des projets verts autour justement des marchés carbone. Et je finirai pour dire que c'est une opportunité, tout cela mis ensemble, représente donc une opportunité d'accélération. Une opportunité d'accélération qui devrait prendre en compte aussi l'expertise nationale qui doit être davantage consolidée, mais qui existe déjà. Une opportunité d'accélération pour prendre en compte les communautés, l'Ivoirien moyen qui doit savoir comprendre ce que c'est que les marchés carbone et comment il peut y avoir un intérêt, une opportunité d'accélération pour le secteur privé et une opportunité d'accélération pour l'État, pour le gouvernement, pour mettre en place justement tous ces mécanismes pour que nous puissions être au rendez-vous donc, de l'objectif 2030. Et la Côte d'Ivoire commence déjà à réfléchir à une stratégie justement de développement bas carbone de long terme et long-term emission strategy. Et l'idée est de dire que tous ces outils, non seulement la finance carbone, doivent permettre justement à la Côte d'Ivoire de répondre à ces engagements.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Zobré, pour cet exposé. Effectivement, nous retenons ce mécanisme qui, néanmoins, reste à définir au niveau mondial, mais qui, dans ses premières mises en œuvre, a déjà été testé sur le marché volontaire, mais également doit continuer à travers la mise en place de cadres réglementaires d'être accentué et accéléré dans les pays, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons retenu que la Côte d'Ivoire a par ailleurs, à travers, mis à part la définition de certains programmes et projets de préparation, a mis en place une plateforme interministérielle sur la finance climatique qui devrait permettre l'échange notamment sur donc un différent type d'accélération pour ce mécanisme, mais également que le potentiel global donc, de 200 millions de dollars est là, avec un certain nombre d'études et d'éléments donc de baseline qui ont été préparés nous permettent de dire que les opportunités d'accéder à ce financement sont disponibles et que les mécanismes doivent continuer d'être donc renforcés et pour permettre justement de mieux bénéficier de cet outil-là. Alors, je pense que nous arrivons à la fin des différents exposés. Nous avons eu donc une perspective un peu plus sur les indicateurs verts, une perspective notamment avec un certain nombre de défis et opportunités du secteur privé, un focus sur un mécanisme innovant qui doit être approfondi. J'aimerais nous inviter à continuer les échanges si au niveau des participants, vous avez un certain nombre de questions que vous aimeriez poser aux panélistes. C'est le moment. Vous pouvez utiliser donc la boîte de dialogue à cet effet. Je regarde donc déjà si nous avons peut-être des questions qui ont été posées. Si ce n'est pas le cas, donc je vous inviterai à utiliser la boîte de dialogue à cet effet. Peut-être en attendant que nous ayons des questions de nos panélistes, j'aimerais, si possible, nous inviter à prendre une petite photo. S'il est possible pour les participants d'ouvrir la caméra, nous pourrions prendre une toute petite photo pour marquer cet événement. Voilà, donc je vois que les écrans s'ouvrent. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre en galerie. Excellent. Donc, nous sommes à peu près une quarantaine en ligne. Je vais lancer l'écran. Excellent. Voilà, nous avons une photo. Merci à tous. Donc, je vois que nous avons donc une question d'un de nos panélistes qui nous demande effectivement la distribution des supports. Ce sera effectivement quelque chose que nous pourrons mettre à disposition dans le cadre du DG Week. Je pense qu'il y a une possibilité de le faire. Peut-être ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir laisser votre adresse email. Je pense, si je ne maîtrise pas totalement l'outil, mais s'il n'y a pas d'outil pour retracer votre adresse, peut-être nous laisser votre adresse email. Alors, je vois qu'il y a, pardon, je veux savoir si, alors une question assez spécifique, excusez-moi, assez spécifique. Je souhaite en savoir plus sur l'eurobond conféré par Madame Quadio, effectivement. Donc, tout ce qui est obligation peut être un sujet assez technique. Donc, nous avons une question sur l'eurobond. Peut-être, comme elle a annoncé assez simplement, qu'est-ce que nous pourrions revenir sur cette présentation. Madame Larissa Quadio.
Alors, je ne la vois pas connectée. Alors, peut-être que nous pourrions prendre cette question et revenir vers vous, donc avec une précision peut-être par écrit. Malheureusement, je pense que notre panéliste a dû se déconnecter. Une autre question qui vient de nos participants, que signifie MRV? Alors, je pense que c'est une traduction en anglais. C'est un mécanisme de transparence, mais je laisserai peut-être la parole à l'un de nos panélistes qui Oui, peut-être pourra rapidement. l'expliquer. Oui, Voilà. non. Et peut-être rapidement et simplement, c'est donc le système de suivi-évaluation propre à la mise en œuvre des stratégies donc, CDN, des contributions déterminées au niveau national. MRV, ça veut dire monitoring. Il faut donc suivre ces émissions. Ensuite, notification ou N pour notification ou R pour reporting, c'est la même chose. Et c'est de dire qu'une fois qu'on a réussi à suivre ces émissions, il faut pouvoir les notifier ou en faire le rapportage. Et une fois qu'on les a notifiés, il faut pouvoir les vérifier. C'est le V. Donc, c'est MNV, suivi-évaluation. Merci beaucoup pour cette précision. Peut-être... Oui, je suis là, Madame Olola. Ah, très bien. Je ne vous Il y avais avait pas... une question qui m'était adressée. Voilà, je voulais rebondir avec un autre intervenant. Mais si vous êtes là, c'est une question qui concerne ce que vous prenez de faire au niveau des eurobonds. Et si vous pourriez donner une explication à nos participants. Merci beaucoup, Madame Olola. En fait, comme je l'ai dit, dans le cadre de la diversification des sources de financement, l'État s'est engagé en fait depuis l'année dernière là, aux côtés du PNUD, ou du moins le PNUD aux côtés de l'État, justement pour pouvoir émettre nos premiers green bonds ou nos premières obligations vertes. Initialement, c'était prévu pour 2022, mais bon, on a accusé un léger retard en fait dans la procédure. Et là, aujourd'hui, on a déjà mis en place en fait tout ce qui est cadre, enfin tout ce qui est document cadre ESG. Donc ça fait l'objet de publication depuis juillet 2021. Ce document-là, il a également fait l'objet d'évaluation par un cabinet, ça s'appelle SPO, donc Second Party Opinion, qui l'a certifié. Et aujourd'hui, il s'agit justement de pouvoir sélectionner ou alors mettre en place un portefeuille de projets verts qui sera en fait la destination des financements qui seront mobilisés sur les marchés financiers à travers ces émissions, enfin, à travers ce eurobond-là. Voilà. Et à cet effet, on a déjà justement tenu pas mal de rencontres. La plus récente, je crois, remonte à la semaine dernière, au cours de laquelle on a pu réunir l'ensemble des représentants des secteurs clés, donc des secteurs prioritaires. Et ceux-là, justement, ont proposé un ensemble d'initiatives, de projets. Mais comme je l'ai dit, le cadre d'indicateurs verts qui a été mis en place dans le cadre du projet avec le DJI sert aujourd'hui de base pour pouvoir identifier les projets qui peuvent effectivement être alignés aux exigences des investisseurs auprès desquels ces ressources seront mobilisées. Donc, voilà un peu en termes d'état d'avancement ce que je peux dire concernant ce projet-là. On dira en tout cas qu'on est très bien avancé. On espère aller sur ce marché-là d'ici fin 2023. Excellent, merci beaucoup pour la précision. Je pense que tout ceci est très prometteur et justement par rapport aux ambitions de mobilisation de ressources indiquées, il faut effectivement pouvoir mettre en place tous les cadres habilitants pour accélérer donc l'accès à la finance climatique. Peut-être une dernière question et puis nous pourrions terminer cette discussion. Pour le secteur privé, vous avez indiqué un petit peu un certain nombre de défis, mais est-ce que
Pensez-vous, Monsieur Coutois, si je me permets, est-ce que le secteur privé est prêt et qu'est-ce qu'il attend du gouvernement? Nous sommes prêts, hein. Nous l'avons indiqué au ministre, nous sommes prêts. Nous travaillons en collaboration avec l'État. Nous menons un certain nombre d'actions concrètes pour montrer notre détermination. Si je prends l'exemple, la mise en place des éco-organismes, nous avons travaillé avec le gouvernement sur ce sujet, sur plusieurs filières. Nous avons engagé, disons, la mise en place des éco-organismes au niveau des déchets plastiques. Nous avons mis en place une entité, l'AIVP, pour commencer à collecter. Pour le moment, c'est une association, mais elle vise à devenir un éco-organisme et travailler dans ce sens. Nous avons travaillé aussi sur les déchets des travaux publics, sur lesquels nous allons apporter une réponse par rapport à l'ensemble des déchets. Au niveau de l'énergie, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des ESCO. Nous avons travaillé, nous avons un projet même avec la BAD, où nous sommes en train de mener une étude qui va prendre fin à la fin de l'année pour la mise en place des ESCO. Et puis, bon, en matière de mobilisation, de sensibilisation, d'accompagnement du secteur privé, des PME, des PMI. Nous avons lancé avec l'AFD un programme que vous avez sûrement entendu parler, le SENREF, où nous avons pu mobiliser 1 640 000 euros plutôt pour faire le coaching, le suivi des porteurs de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Nous avons déjà travaillé avec quelques banques pour essayer de mettre en place un certain nombre d'instruments de garantie. Donc, c'est autant de sujets sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec le ministère des Finances, nous travaillons avec le ministère de l'Industrie, nous travaillons aussi avec le ministère de l'Environnement sur l'ensemble de ces sujets. Et lors du partenariat secteur privé, secteur public, où ces sujets-là sont abordés et nous débattons. Actuellement, nous travaillons avec l'État sur la partie fiscale, hein, où nous avons essayé de faire quelques propositions, mais il y a encore du travail à faire et c'est un peu le sens du message que j'ai eu à prononcer. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse sur cette perspective. Nous tirons à la fin donc de notre événement, mais pour nous permettre d'obtenir peut-être une perspective prometteuse, j'aimerais appeler Monsieur Dr Male Fofana, directeur Afrique et chef des programmes à GGGI, pour son allocution de clôture et nous permettre peut-être aussi d'obtenir une perspective sur la COP27. Une question qui est également posée par nos participants. Merci beaucoup, Madame Vieira, et merci aussi pour modérer. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette session avec la présence de M. Claude Coutois, Larissa Kwadjo et Marc Dobré, des personnes très engagées sur les questions de changement climatique au niveau de la Côte d'Ivoire. Je voudrais peut-être rappeler quelques perspectives de manière spécifique au niveau de l'Afrique. On sait que les besoins par rapport à l'investissement par rapport au CEDEM tournent autour de 2,8 milliards de dollars. Et on s'est rendu compte qu'aussi, il n'y a pas une forte implication du secteur privé. Et je suis très heureux de voir aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a cette implication qu'a soulevé M. Coutois. Mais il y a des efforts à faire aussi. Mais au-delà de ça aussi, un élément qui est très important à prendre en considération, c'est que 90% des montants d'investissement liés à l'aspect, la mise en place des CDN, les États veulent emprunter pour les financer. Et on sait qu'à peu près 24 États au niveau national sont dans le surendettement assez important. Mais la question derrière tout ça, c'est comment s'assurer qu'on peut utiliser un mode de financement domestique qui permet réellement de pouvoir pallier ces obstacles liés à l'aspect dette au niveau de ces pays-là. Nous suivons l'implication du secteur privé avec des mécanismes de financement qui sont adaptés, parce qu'on parle par exemple dans le secteur privé au niveau de l'Afrique, il y a le secteur
des SMI qui jouent un rôle très important, mais qui n'ont pas réellement des instruments financiers qui sont dédiés. Or, ce secteur tire l'économie de manière spécifique. Donc, c'est des éléments intégrés et aussi la combinaison entre, je dirais, une étroite collaboration entre le secteur privé et le secteur public dans des modèles qui sont des modèles assez pertinents, tels que par exemple les super ESCO que Claude Coutois a mentionné tout à l'heure. Comment mettre en place des super ESCO au niveau national. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Un élément aussi qui est assez important, c'est les questions de transparence liées à l'aspect marché carbone. Les pays, de manière spécifique, c'est vrai, on est dans une dynamique de préparation pour que les pays soient, je dirais, aptes à pouvoir bien négocier avec les différents acheteurs sur les questions de carbone. Mais comment mettre en place des cadres habilitants permettant réellement de pouvoir en tirer, je dirais, le maximum dans les négociations. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants de commencer dès maintenant. Et comme l'a dit Marc, ça va être une compétition liée à réellement ses capacités à négocier, mais aussi à pouvoir mettre en place ce cadre habilitant qui va pouvoir attirer le plus d'acheteurs au niveau national. Les perspectives au niveau de la COP, ça c'est très clair, c'est les éléments qui sont liés avec tout ce qui est la mise en place, la mise en œuvre. Parce qu'on s'est rendu compte quand on regarde les finances climatiques de manière spécifique, par rapport aux montants qui sont décaissés, il y a seulement 30% qui sont décaissés par rapport à ce qui a été approuvé. Ça, c'est rien du tout par rapport à ce qui est demandé de manière spécifique. Donc, la mise en œuvre est très importante au niveau de la COP, mais aussi l'implication du secteur privé, les pertes et préjudices aussi, c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération, et le secteur de l'énergie. Donc, je pense que les exemples qui ont été présentés pour la Côte d'Ivoire, c'est des exemples qui peuvent servir de modèle concernant, par exemple, les indicateurs verts, quand on voit sur l'implication du ministère des Finances sur la mise en place d'une plateforme d'échange de ces éléments-là, c'est des éléments qui peuvent être répliqués dans d'autres pays. Donc, je ne fais que saluer ces différentes initiatives et encore une fois remercier la présence de ces panélistes pour pouvoir partager des expériences-là, tout en continuant à renforcer notre partenariat avec le DJI. Et sur ce, je voulais juste remercier encore tout le monde de leur présence. Merci encore. Merci beaucoup, Dr. Fofana, pour cette perspective qui nous permet donc effectivement de clôturer un peu cette discussion sur une note positive et qui nous ancre donc dans la mise en œuvre et la mobilisation continue donc de ressources. Alors, ceci achève notre discussion de ce jour. Au nom du DJI, dans le cadre de la DJI Week, j'aimerais remercier tous nos panélistes et participants pour avoir fait de cet échange autour donc de la mobilisation financière pour la mise en œuvre des NDC en Côte d'Ivoire un riche partage de perspectives, et nous espérons vous revoir donc soit à travers d'autres événements donc de DJI Week, soit effectivement donc à très bientôt sur d'autres plateformes. Merci, bonne soirée et bonne journée. Merci. Bon séjour à Séoul. Oui. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.